et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence débat autour des violences donc dans le milieu du travail, en particulier dans les milieux de l'hôtellerie-restauration et à travers la thématique des relations hommes-femmes dans ce métier notamment, mais pas que. J'ai le plaisir d'accueillir donc plusieurs représentants de l'association Bondir. Donc on a Manon Fleury, nous avons Lorraine Barjou et Sarah Souniel du restaurant Regain, en tout cas chef du restaurant Regain à Marseille. Très heureux de vous accueillir. Merci à également Mme Colombari, l'inspectrice, d'être présente aujourd'hui, référente égalité hommes-femmes. Et je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais laisser la parole à Mme Devrieux, que je remercie d'avoir organisé cette conférence et qui va certainement vous dire quelques mots. Merci. Alors, aujourd'hui, nous accueillons l'association Bondir, comme vient de le dire M. Lévert. C'est pour moi très important que vous puissiez entendre, dans le cadre de votre parcours professionnel, parce que vous êtes des futurs managers, qu'il existe des pratiques différentes pour plus tard pouvoir vous avoir des modèles différents par rapport à ce qu'on entend actuellement. Vous savez qu'il y a une parole qui est en train de se libérer dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Il y a beaucoup de témoignages qui montrent que parfois c'est difficile et que ça peut aller jusqu'à des violences. Et donc c'est important que vous entendiez un autre discours et de savoir qu'il est possible de faire les choses autrement. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à l'association. Bonjour à tous, donc je suis Manon Fleury. Je suis Lorraine Barjou. Et donc on est venu aujourd'hui donc à Marseille. C'est la première fois qu'on vient à Marseille dans le cadre de l'association Bondir. Donc il y a aujourd'hui Sarah qui est ici, qui est chef à Marseille du restaurant Regain. On peut lui laisser dire quelques mots. Expliquer quel est ton restaurant. Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Sarah, j'ai le restaurant Regain dans le 5e à Marseille, dans le quartier du Cama. Et c'est un restaurant qui a ouvert depuis 1 an. Et je suis là avec vous aujourd'hui pour vous dire que là, j'intègre l'association Bondir. Et l'idée, c'est que je serai la référente à Marseille de l'asso. Donc, si vous avez des soucis, si vous voulez discuter, le mieux, ce sera de s'adresser à moi directement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vient vous parler des violences en cuisine. Je pense qu'avant, c'est pas mal qu'on se présente et qu'on vous explique un petit peu qui on est, Manon et moi. Donc moi, je suis chef de cuisine. J'ai pas tout le temps fait de la cuisine dans ma vie. J'étais designer d'objets, c'est-à-dire que je dessinais des objets. J'ai notamment travaillé pour une marque qui s'appelle Habitat et je m'occupais de dessiner l'art de la table. Et à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de changer de métier et de me former pour être cuisinière. J'ai donc passé un CAP et puis j'ai sauté dans le grand bain et j'ai commencé à travailler en cuisine. J'ai travaillé dans différents restaurants de styles complètement différents, dans des restaurants étoilés. J'ai notamment travaillé à l'Arpège à Paris. J'ai ensuite travaillé, j'ai aussi travaillé auparavant au Mandarin Oriental avec le restaurant de Thierry Marx. Puis j'ai rencontré Manon Fleury au Mermoz à Paris. Et ensemble, on a commencé à travailler sur différents projets. Nous sommes partis à Monaco l'année dernière tenir une cuisine pendant 6 mois. Cet été, j'ai travaillé en tant que chef résidente au restaurant Fulgurance, qui est un restaurant qui fait des résidences de chefs. Et puis j'ai continué à travailler avec Manon au Perchoir. Elle vous expliquera ce qu'elle a fait cette année. Et où notamment j'ai travaillé en salle, parce que je pense que c'est aussi très important que les cuisiniers puissent sortir de leur cuisine et s'ouvrir aux différents métiers de la restauration. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je tenais à vous expliquer qu'on prenait du temps sur nos journées de travail. On sort de nos cuisines et on vient vraiment vous expliquer un petit peu les mécanismes de la violence. Et on va essayer de vous donner des outils pour pouvoir vous en sortir dans le monde du travail.
Donc moi je suis Manon Fleury, je suis chef aussi, donc j'ai un parcours plus classique que celui de Lorraine. J'ai fait une école hôtelière, j'ai fait Ferrandi à Paris en 3 ans en faisant un bachelor. Et donc j'ai été formée dans des restaurants, j'ai touché un peu à tout, à des bistrots, à des restaurants étoilés, 1, 2, 3 étoiles. Donc j'ai vu aussi différents formats de restauration. Donc j'ai évolué, voilà, j'ai été formée dans un restaurant 2 étoiles qui s'appelle La Marine à Noirmoutier, dans le restaurant L'Astrance qui avait 3 étoiles à Paris, avec Sarah aussi a fait son apprentissage là-bas, c'est aussi comme ça qu'on s'est connus. Et puis après je suis allée travailler 1 an à sortant de l'école à New York, dans un restaurant qui était à côté de New York, qui avait un système farm to table. Donc j'ai travaillé aussi à l'étranger, donc j'ai vu aussi ce qui se passait à l'étranger, aux États-Unis, avec un système de management sans doute un peu différent que le système français. Et puis après, quand je suis revenue en France, j'ai été sous-chef d'un restaurant qui s'appelait Semilla à Paris. Et puis ensuite, j'ai fait l'ouverture d'un restaurant qui s'appelait donc Le Mermoz, dont parlait Lorraine, où j'ai été chef. Et puis ensuite, je suis partie pour ouvrir un restaurant. Le fait est qu'il y a eu le Covid, donc ça a pris du temps. Et donc, on a eu d'autres expériences, aussi avec Lorraine, qui est devenue ma sous-chef et chef exécutive, dont une à Monaco, qui était donc un restaurant étoilé, qui s'appelait Elsa, pendant une saison. Et puis là, cette année, j'ai fait une résidence de 6 mois au Perchoir à Ménilmontant. Donc, les systèmes de résidence, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des systèmes où souvent, ça nous donne l'opportunité de expérimenter ce que c'est que l'ouverture d'un restaurant, ce que c'est aussi que d'être chef, de manager une équipe, etc. Donc ça, c'était encore une expérience. Et aujourd'hui, on a trouvé un local pour ouvrir un restaurant. Donc normalement, on ouvre un restaurant d'ici l'été à Paris. Donc on est aussi dans une démarche entrepreneuriale et on se pose aussi des questions sur quel format on veut donner au restaurant qu'on veut ouvrir, dans quelles conditions on veut travailler, quelles conditions on veut donner aussi à nos salariés, avec les gens avec qui on travaille, etc. Donc ça s'inscrit dans le cadre de Bondir. Et je vais laisser le micro à Lorraine pour expliquer comment s'est formé Bondir. Donc Bondir est né au moment du Covid, au moment où tout d'un coup on avait un peu plus rien à faire. On a eu le temps de se retrouver et on s'est retrouvés au début entre femmes chefs pour faire un constat que dans la restauration, il y avait des systèmes de management et une place assez grande pour la violence. Et tout a commencé en fait avec différents sujets. Il y a eu une affaire qui s'appelle l'affaire Takusekin. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un chef qui avait plusieurs restaurants à Paris, qui était accusé de violence envers différentes personnes de son équipe. Il s'avère qu'il y a eu un dossier qui a commencé, une enquête qui a été montée par Mediapart. Mais malheureusement, ce chef s'est suicidé avant que l'enquête ne sorte. Donc ça a complètement étouffé ce sujet. Et ça a laissé un petit peu sans voix, je pense, beaucoup de personnes dans la restauration. Et Bondir est né, pas de cette affaire-là, mais d'une enquête qui était dans Le Monde, si je ne me trompe pas, sur des violences en cuisine, avec une personne qui est membre de l'association, qui est même présidente, qui s'appelle Marion Gauteleu, qui a subi des violences et qui dénonçait ça. Donc Manon et Marion ont décidé de se retrouver pour commencer à faire des interventions dans les écoles pour parler de ces violences. Je pense que voilà, ça résume assez bien l'association. Aujourd'hui, donc, notre association a pour but de venir dans les écoles et de venir vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans les cuisines et de vous donner des clés pour pouvoir vous en sortir. Je pense que c'est vraiment l'idée de cette intervention, c'est vraiment de vous aider à être plus fort et à se sentir bien dans le monde professionnel. Okay. Juste pour, on peut peut-être passer juste à la slide. Hop. Juste pour donc Bondir, c'est une association à but non lucratif. Elle est basée à Paris. Vous pouvez nous suivre
principalement sur Instagram. Je pense que c'est là où on est le plus réactive. Vous pouvez nous parler justement sur ce réseau et vous pouvez aussi adhérer à l'association afin d'être militant, de suivre ce qui se passe dans l'association et aussi d'être acteur dans la vie. Il y a une question sur laquelle on a souvent des questions quand on intervient. On a fait à peu près une quinzaine d'interventions, juste pour que vous sachiez, entre 10 et 20, on les a pas tout à fait comptabilisés. On a intervenu dans pas mal de lycées, d'écoles aussi à Paris, aussi des écoles dans le nord de la France, notamment au Touquet récemment. Et on nous a souvent posé la question de savoir si on était une association féministe. Alors oui, on est une association féministe parce qu'à la base on n'est que des femmes dans le cœur créateur, mais on veut s'ouvrir aux hommes et l'idée c'est que ces violences-là, elles touchent tout le monde. Elles touchent des minorités en général, elles touchent toutes les personnes qui peuvent être sensiblement faibles dans une cuisine ou dans un restaurant, parce qu'on a parlé des cuisines au début, on parle de restaurants dans son entièreté parce que ces violences et ces problèmes et ces écarts, ils peuvent avoir lieu aussi bien en salle qu'en cuisine. Et ils peuvent s'adresser vraiment à tout le monde. Même au monde de l'hôtellerie, enfin, il y a plein de situations qui se passent aussi dans les hôtels avec tous les corps de métier que ça regroupe. Exactement. Donc, on est venu parce que évidemment on veut qu'il y ait de l'égalité, on veut qu'il y ait de l'égalité dans les restaurants, on veut que ça se passe bien et que les femmes soient considérées comme les hommes dans les restaurants. Mais évidemment, on sait que le problème s'adresse à tout le monde et on est là pour s'adresser à tout le monde. Et on sait bien que, et d'ailleurs dans les interventions qu'on a fait ailleurs, il y a eu autant d'hommes qui ont témoigné de problèmes qu'ils avaient pu rencontrer que de femmes. Donc, juste pour que vous voyez un petit peu comment va se dérouler cette intervention, donc on va vous poser des petites questions et le jeu, ça va être d'y répondre. On fera passer un micro pour que vous participiez. J'insiste vraiment sur le fait que, on l'a pas dit au début, mais ici on est dans une zone de confiance. On n'est pas là pour dénoncer ou donner un compte-rendu à la fin à vos proviseurs, CPE, professeurs. L'idée, c'est de se sentir à l'aise et que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Et nous, on essaiera au maximum d'y répondre et d'être là. Et aussi, on est là et on sait que quand on est victime, en général, ou quand on est témoin de quelque chose, quand on est alerte, c'est quand on a la connaissance de savoir comment réagir, savoir ce qui se passe, etc. On réagit toujours mieux que quand on ne sait pas quoi faire. Et donc l'idée, c'est qu'on va vous poser des questions sur des termes, sur des connaissances que vous pouvez avoir, qui possiblement pourront vous aider par la suite quand il peut y arriver quelque chose. On va faire donc circuler le micro parce qu'on va vous faire lire les questions. Alors, est-ce qu'on peut donner le micro à un élève, un volontaire, une volontaire, juste pour lire la question? Ah, super. Alors, on t'écoute. Bonjour. 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 Votre supérieur vous dit une seule fois, tu as loupé ton gâteau, tu es nul. Peut-on considérer cela comme du harcèlement moral? Alors, qui pense que c'est du harcèlement moral? Levez les doigts. Ouais. Et donc, qui pense que ce n'est pas du harcèlement moral? Ah, on t'écoute. Alors, dans la logique, oui, parce que c'est considéré que juste une fois on a loupé quelque chose, ben on est nul, mais ça va pas atteindre tout le monde de la même manière. Enfin, moi, si on me dit ça, ça me fait ni chaud ni froid, parce que je sais mes capacités, mais pour une personne qui a une sensibilité extrême, oui, ça peut être de l'harcèlement moral quand ça devient tous les jours, tout le temps, pour tout et rien.
En fait, tu viens de répondre à la question. C'est super. Bravo. Est-ce qu'on peut... Ouais, merci. Donc, en fait, c'est pas du harcèlement moral, parce qu'il n'y a pas un caractère répétitif. Mais comme tu l'as dit, si on vient le dire constamment, tous les jours, là, il va y avoir harcèlement moral au sein de l'entreprise. Ouais. Allez, Allez, s'il vous plaît. Bonjour, le frigo de cuisine m'enferme dans la chambre froide et tente de m'embrasser. Peut-on considérer cela comme du harcèlement sexuel? J'y réponds. Oui. Alors oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Parce que du moment où il tente de m'embrasser et que je ne suis pas contente et que je ne le veux pas, pour moi, oui, c'est de harcèlement sexuel, surtout qu'il m'a enfermée dans la chambre froide. Vous passez à la réponse, s'il vous plaît. Donc oui, effectivement, en fait, parfois on peut croire qu'il doit y avoir un effet de répétition dans le harcèlement, et ce qui n'est pas le cas avec le harcèlement sexuel. S'il a tenté donc, du coup de vous embrasser dans la chambre froide, c'est bien du harcèlement sexuel. Et donc là, on peut lire la réponse, ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux lire la réponse ? Parce que là, du coup, on essaie bien aussi de vous rappeler ce que c'est que des réponses dans un cadre juridique. Et on pense que c'est important que vous ayez ces notions-là. En cas, pour se défendre, c'est toujours mieux d'avoir des notions juridiques et ce qui relève de la loi. Et c'est pour ça qu'on vous donne ces définitions-là. Alors, selon la loi, est assimilé du harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. La prochaine. Alors, est-ce qu'une autre personne a envie de lire ? On t'écoute. Bonjour. Bonjour. Puis-je porter plainte sans preuve? Moi, je dirais oui. Parce que en soi, c'est des faits réels, donc si ça s'est produit, on peut dire que ça s'est produit. Et si c'est répétitif en plus de ça, Oui. Du coup, je voulais rajouter quelque chose à ce qu'elle a dit, c'est si on est plusieurs à dire les mêmes choses sur une personne, même sans preuve, la police peut faire quelque chose. Alors, vous avez tout à fait raison toutes les deux. Donc la réponse est oui. On peut porter plainte même si on n'a pas de preuves. Souvent, quand on est dans la situation où on pourrait porter plainte, déjà il nous faut du courage. C'est pas forcément facile. Il faut que vous sachiez que aujourd'hui, on n'a pas le droit de vous refuser une plainte. On est obligé de la prendre. Il y a eu des cas où on raconte que la police n'a pas forcément écouté ou pris la plainte. Mais vous devez être insistant, c'est dans votre droit. La loi, elle vient aussi de changer. On peut les enregistrements qui sont faits de manière détournée, enfin des enregistrements cachés, peuvent constituer votre dossier de plainte. Et souvent, on se dit mais ça sert à rien de porter plainte, ça va pas avancer. C'est vrai que ça prend du temps. On est tout à fait au sujet et on sait que c'est compliqué. Pourtant, comme tu l'as dit, souvent on se rend compte que quand il y a une accumulation de plaintes, c'est là que les choses commencent à bouger. Il y a beaucoup de cas comme ça qui sont sortis où en fait on s'est rendu compte que 3 ans avant, il y avait déjà quelqu'un qui avait porté plainte contre ce chef ou ce sous-chef qui avait des comportements inadmissibles, et c'est là que ça prend du poids. Donc il faut surtout pas lâcher et être insistant quand vous portez plainte. Alors, une autre personne ?
le service avec toute l'équipe du restaurant. Après quelques verres, votre supérieur vous met la main aux fesses et vous fait des avances. Peut-on estimer que ce n'est pas de sa faute, car il est sous l'emprise de l'alcool et ne maîtrise pas son comportement? Quelqu'un qui prend le micro pour faire la réponse? Ou tu veux répondre? Moi, je pense que l'alcool, c'est pas une excuse. Parce que même s'il est sous l'emprise de l'alcool, il n'a pas à avoir un comportement comme ça avec ses employés. Même si ce n'est pas le chef, il n'a pas à avoir un comportement comme ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se cachent aussi derrière l'excuse de l'alcool sur certaines choses. Donc c'est effectivement de sa faute, et donc ce qu'on ne sait pas souvent et qu'on oublie, c'est que justement l'alcool et le fait d'être un supérieur hiérarchique, souvent on se dit bah non mais c'était mon supérieur, je pouvais rien dire, ou alors non il était sous emprise de l'alcool. Ce ne sont pas des circonstances atténuantes, mais c'est des circonstances aggravantes, donc ça veut dire que ça amplifie la peine. Et ça parfois, et le truc dans la restauration, c'est que souvent il y a quand même un truc de tolérance d'un point de vue de l'alcool, parce que facilement on va boire un verre après le service, facilement il peut y avoir des gestes déplacés, des choses comme ça, et parfois on se dit non c'était dans le bar en face du restaurant, c'était pas dans le restaurant, mais vous sachez que même si vous n'êtes pas dans le cadre du restaurant, ce qui se passe à l'extérieur, si vous êtes avec des gens de votre équipe, ça reste votre supérieur hiérarchique, même si vous êtes dans le bar en face. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien savoir et qui sont importantes en cas d'abus ou de choses comme ça, des choses qui peuvent dériver quand on va boire un verre avec des collègues, par exemple. Et bien sûr, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller boire des verres avec ses collègues. Hein. C'est là où c'est super sympa de le faire, et c'est la vie, quoi. Il faut profiter aussi de ces moments-là. Alors. Question suivante. Le chef de partie poisson vous fait du pied presque tous les jours sous la table de repas du personnel. Est-ce que c'est de harcèlement sexuel? Moi oui, parce qu'il n'a pas à faire des comportements comme ça déplacés si elle ne veut pas, parce que s'ils ont aucun lien, pourquoi il a fait ça en fait? Alors exactement, donc il peut s'agir d'un harcèlement sexuel. En l'absence de consentement, la répétition d'un acte à connotation sexuelle peut être qualifiée de harcèlement. C'est exactement comme quelqu'un qui vient tous les jours vous faire un petit massage dans le cou, ou qui vient vous pincer le ventre. Ça, c'est du harcèlement sexuel. Il faut que vous sachiez que on n'a pas le droit de toucher votre corps sans votre consentement, sans vous demander si vous êtes OK avec ça. Alors, prochaine question. Allez, s'il vous plaît, restez concentrés. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, un collègue introduit sa main à l'intérieur de la veste d'une de vos collègues. S'agit-il d'un viol? Oui. C'est tout. Oui, pourquoi? C'est oui parce que, pareil, c'est toujours des comportements qui ne devraient pas y avoir en milieu professionnel, et surtout si la personne n'est pas consentante, ça devrait même être interdit. À votre avis, la définition, est-ce que vous avez bien vu le mot viol? Bien. Ah, mais ça peut être pareil aussi pour une fille. C'est une fille avec un garçon ou un garçon avec une fille, ça reste quand même le même geste, c'est le même moment, c'est le même truc. Voilà. Un viol, c'est quand, dans la définition même du viol, le viol c'est quand il y a pénétration, et harcèlement sexuel ça a une autre signification, et après il y a attouchement sexuel, donc là ça sera un attouchement sexuel, que là il a touché la personne sans son consentement, mais c'est encore autre chose. Ça dépend. On peut mettre la réponse. Alors il faut faire attention avec les termes, justement c'est pour ça qu'on vous donne un cadre et on vous remet des définitions, c'est que attouchement ça n'existe pas.
Attouchement, c'est un terme, c'est un terme du langage commun, mais d'un point de vue de la loi, ça n'existe pas. Donc c'est une agression sexuelle. Donc ça, il s'agit d'une agression sexuelle, le fait d'introduire sa main dans la veste de quelqu'un et de toucher une partie sexuelle. Mais le viol, effectivement, comme tu l'as dit très justement, il faut qu'il y ait pénétration. Alors souvent, aujourd'hui, on a rouvert la définition du viol parce qu'il faut qu'il y ait pénétration, mais par exemple, un contact bucco-génital comme un cunnilingus, ça peut être un viol. Donc cette définition, elle a été revue très récemment. Donc il y a cet acte de pénétration et il y a aussi cette nouvelle définition et on parle aussi de pénétration avec un objet. On sait que c'est pareil, c'est des choses qui sont un peu crues, dont on n'a pas l'habitude de parler, pas l'habitude de parler à l'école aussi, mais que c'est important justement que vous sachiez bien tout ça pour avoir ce côté, avoir une définition claire de ce que c'est et de pouvoir par exemple porter plainte où on va expliquer ce qui s'est passé, avoir les bons termes. Et justement, ce terme d'attouchement, il est intéressant parce que parfois, on va minimiser ce qui s'est passé en disant « bah non, mais il y a eu juste un attouchement », alors qu'en fait, c'est une agression sexuelle. Vous voyez ce qu'on veut dire? Alors, on va ensuite vous montrer qu'il y a des mécanismes dans le monde professionnel qui sont sujets à la violence et à... Voilà, on peut y aller. Et qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que notre métier, il est... le stress dans ce métier, il est inhérent. On peut faire ce qu'on veut, on peut être organisé autant qu'on veut. Il y a toujours des facteurs aléatoires qui vont générer du stress. Et c'est dans beaucoup de métiers, mais le métier de la restauration, comme il y a une contrainte de temps, on doit être prêt pour le service du midi, service du soir, qu'il y a une mise en place, à la fois en salle, en cuisine, etc. Il y a beaucoup de facteurs aléatoires. Le poisson qu'on va nous livrer le matin, il devait faire 8 kilos et il en fait 3. Alors comment on fait pour servir 40 portions? Voilà, on a comme ça des contraintes qui font que on est soumis au stress. À des choses et à des horaires en plus difficiles, avec des contraintes de temps. On travaille en général plus que la normale, à des horaires qui sont différents, etc. Il y a plein de choses qui font que notre métier est un petit peu en marche. Souvent, moi, je fais le parallèle aussi avec les métiers du cinéma, parce que les métiers du cinéma, on va faire des tournages pendant 3 à 6 mois, on va être coupé de sa famille, on va se retrouver à travailler à des heures... à des horaires... pas possible. Donc il y a ce truc-là qui fait qu'on est un petit peu de côté. Et bien souvent, on s'est dit, en fait, le métier de la restauration, c'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Et il y aura toujours ce truc de violence et de trucs hyper durs autour du métier. Et on ne peut pas changer. Et nous, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est qu'il y a des mécanismes qui peuvent se mettre en place. Donc ce qu'on appelle les mécanismes de la violence qui peuvent exister dans un restaurant et qui peuvent être mis en place dans un restaurant, mais qui peuvent aussi exister à la maison. Dans la rue. Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi relever de l'intimité, qui peuvent relever aussi des rapports au travail normaux, mais que la restauration peut favoriser, et ce stress qui est inhérent, et cette pression qu'on peut avoir, ces contraintes de temps, etc., peut favoriser la mise en place de ces mécanismes. Donc il y a 5 mécanismes: l'isolement, la dévalorisation, l'inversion de la culpabilité, la menace et la peur, et le fait d'assurer son impunité. Donc on va commencer par le premier, l'isolement. Alors l'isolement, il est assez simple et il est assez... on parlait de la chambre froide tout à l'heure. Moi j'aime bien cet exemple de la chambre froide, même s'il est un petit peu glaçant, sans vouloir faire de jeu de mots. Voilà. En fait, la chambre froide, par exemple, c'est un lieu... Mais il y a d'autres lieux comme ça dans le restaurant. Il y a le vestiaire, ça peut être les toilettes, je ne sais rien. Tu disais quoi, Lorraine ? Ouais, voilà, l'office, des petits lieux exigus où on peut se retrouver à l'abri des regards. La chambre froide, c'est un bon exemple parce qu'on peut fermer la porte, on peut se retrouver dans le noir avec quelqu'un et on peut se retrouver donc isolé avec quelqu'un sans notre consentement.
Et le vestiaire, ça peut être la même chose. On en a parlé pas mal avec vos professeurs, le système des vestiaires. Le fait est que nous, par exemple, on travaille dans des restaurants parisiens où bien souvent, il n'y a qu'un seul vestiaire, il n'y a pas de vestiaire séparé filles-garçons. Et donc, on peut se retrouver dans des situations un peu compliquées. Sachez que, par exemple, pour les vestiaires, vous pouvez demander à votre employeur de vous changer, par exemple, dans les toilettes, quand il n'y a pas de vestiaires qui sont séparés pour les filles et les garçons, et vous n'avez pas à subir le fait de vous changer avec quelqu'un du sexe opposé si vous n'avez pas envie. Enfin, surtout, c'est mieux en général de séparer. Pour l'isolement psychologique, donc ça c'est l'isolement physique, donc ça c'est assez concret, hein, vous pouvez vous retrouver facilement comme ça coincé. Et on parlait de l'exemple de la chambre froide, il peut y avoir des abus à partir du moment où on est à l'abri des regards. Donc ça, faites attention par exemple à ça en vous disant voilà, je sais pas, mon copain il est parti depuis 2 heures dans la chambre froide, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver très rapidement. Alors parfois c'est pratique, nous on rigole souvent avec Lorraine avec la chambre froide parce qu'on se retrouve parfois après un service à parler dans la chambre froide en regardant les courgettes en se disant qu'est-ce qu'on va faire demain, et on se met au frais comme ça, donc c'est rigolo. Mais à la fois ça peut être ça peut être des lieux qui sont un peu compliqués. Et ensuite il y a l'isolement psychologique. Donc ça c'est un truc qui est un peu plus insidieux, qui peut se mettre en place de manière un peu plus sans qu'on s'en aperçoive, et qui se met en place souvent, qui est mis en place par le manager. Donc ça peut être à la fois le chef ou par exemple le manager de restaurant qui va diviser ses équipes en disant regarde, t'as vu ton copain là, il veut prendre ta place, donc t'as intérêt à faire attention parce que si t'es pas assez bon demain, tu vas être remplacé. Et donc ça va créer une compétitivité entre les équipes. Ça va faire qu'on s'entend pas très bien du coup, parce qu'on va se dire en fait l'autre il veut ma place, comment je vais faire pour m'en sortir? Et en fait nous on s'aperçoit que pour qu'une équipe y arrive, c'est un peu comme une équipe de foot, hein. Vaut mieux qu'on soit unis, et vaut mieux qu'on se passe la balle et qu'on mette le but à la fin, quoi. Donc c'est-à-dire bien réussir son service en général. Donc faire en sorte qu'il y ait une cohésion et qu'on s'entende bien tous ensemble. Et donc en général, le fait de diviser pour mieux régner, c'est pour justement que le manager puisse lui asseoir son autorité et que son équipe soit divisée et qu'ils ne s'entendent pas bien entre eux. Alors qu'une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui s'entend bien entre eux, qui respecte l'autorité et qui réussit en général son service et qui fait en général, en plus de ça, du meilleur travail. Et là où ça devient vraiment important de vous parler de ça, c'est que vous arrivez dans les cuisines. Vous êtes, quand on rentre dans une cuisine, on devient très rapidement manager. On a très rapidement en dessous de nous un commis, un stagiaire, un apprenti. Et c'est vous allez devoir l'emmener avec vous, cet apprenti ou ce stagiaire. Il va falloir faire équipe et il va falloir le tirer vers le haut, et c'est lui qui va vous aider aussi à tenir un service, à être un bon serveur, voilà, à être meilleur. Et là, on vous parle de ce que vous pouvez trouver dans la restauration, mais on vous parle aussi de ce que vous pouvez être comme acteur aujourd'hui dans le monde professionnel. Alors, il y a un autre mécanisme, donc la dévalorisation. Donc, il faut savoir que quand vous êtes dans le monde professionnel, on n'a pas le droit de porter jugement à votre vie, en fait, donc à tout ce qui va être je sais pas, votre appartenance religieuse, votre orientation sexuelle, vos choix politiques, ou voilà, tout ça, ça ne regarde pas votre employeur. Forcément, il y a des moments donnés, il faut peut-être faire preuve de discrétion sur certains points de vue, mais il n'a pas, en tout cas, à porter jugement sur ça. Et même si, justement, comme on travaille beaucoup, qu'on passe beaucoup d'heures ensemble, où la limite entre le travail et l'amitié est un petit peu fine, il faut bien, en tout cas, avoir ça en tête. Et la dévalorisation dans le contexte professionnel, c'est un peu dont on a parlé tout à l'heure, c'est le fait vraiment de rabaisser, par exemple, de dire tu es nul,
t'es tellement nul que c'est à cause de toi qu'on n'a pas géré le service, et vraiment de rejeter la faute sur un employé. Ça, non. Si on a loupé un service, c'est qu'il y a des raisons. C'est-à-dire, à midi, on n'était pas prêt, ça arrive. Ce matin, la livraison du poisson, elle n'était pas bonne, donc ça nous a mis dans le jus toute la journée. Je sais pas, on n'était peut-être pas en place, ou tous les clients sont arrivés en même temps. Voilà, il y a plusieurs facteurs. Ce qui est important, c'est de faire un point, et quand il y a un service qui se passe mal, de venir désamorcer le problème. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de vous dire que vous êtes nul au sein de l'entreprise. Et il y a aussi souvent, moi ce que j'ai observé quand je travaillais dans les restaurants, c'était que il peut y avoir un phénomène d'acharnement. C'est-à-dire quand par exemple ça se passe pas bien avec quelqu'un, ça se passe pas bien avec un stagiaire, parce que souvent on s'en prend quand même souvent au plus petit, ça se passe pas bien avec un stagiaire, avec un apprenti, etc. Il y a avoir ce phénomène qu'on va lui dire tous les jours, parce qu'il loupe, et souvent le phénomène de on vous dit tu loupes, t'es nul, en général c'est une sorte de cercle vicieux, où en fait plus on vous dit que vous êtes nul, plus vous êtes nul, hein. En général ça aide pas, hein, quand on vous dit qu'on vous répète toute la journée que vous êtes nul, et donc il y a ce truc d'acharnement où on va vous dire voilà t'es nul, t'es nul, t'es nul, et à la fin la personne va commencer à le penser. Déjà d'une, il n'y a pas de raison qu'on vous dise que vous êtes nul, que vous avez droit de louper aussi, ça c'est important, quand on apprend on a le droit de louper. Alors effectivement, ça nous arrive de manager des personnes qui loupent, je sais pas, 2, 3, 4 fois un truc, ok, effectivement, parfois, il nous arrive de dire, en fait, c'est pas normal. Pourquoi? Mais souvent, il y a des raisons du fait que vous loupiez 3, 4 fois quelque chose. Donc, essayez de comprendre aussi les raisons, essayez de prendre du recul, essayez de parler justement à la personne qui vous manage, normalement. Et quand vous êtes manager, vous devez essayer de comprendre aussi pourquoi la personne que vous managez loupe depuis 4 fois son gâteau. Il y a peut-être mal expliqué, ou elle n'a pas eu les bonnes informations, etc. Donc il y a des choses comme ça où il faut... moi, de ce que j'ai vu, c'est que parfois il y avait un phénomène de tornade, et que la personne après ne se sortait plus parce qu'elle ne comprenait plus pourquoi ça ne marchait pas. Et parfois, quand on prend du recul et qu'on essaie de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, comment on peut faire pour s'améliorer et tout ça, ça remet du bon sens. Et ça permet aussi de... Voilà, c'est de la pédagogie, je pense que vos profs pourront vous le dire. Mais, voilà, mais le problème de la cuisine et du restaurant, c'est que souvent ça va vite. Et qu'on n'a pas trop le temps de louper. On n'a pas trop le temps de répéter les choses. Et qu'effectivement, il peut y avoir plus d'énervement, plus de côté, justement, d'être de l'agacement quand on ne réussit pas quelque chose, quoi. On va passer à la prochaine. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est un petit peu insidieux, mais qui est assez facile à comprendre quand on vous donne des exemples. C'est l'inversion de la culpabilité. Donc ce que disait un peu Lorraine tout à l'heure, c'est ta faute quand je suis colère, tu fais mal ton travail. Ça, c'est un truc qui arrive souvent, justement chez les managers, quand on entend, c'est ta faute aujourd'hui si on a loupé le service, t'étais pas en place et tout ça. Souvent, quand on loupe un service ou qu'un service se passe mal, il y a plusieurs facteurs. Il y a quelqu'un qui a loupé sa cuisson de canard, mais il y a souvent aussi une autre personne qui n'était pas prête, ou il y a eu plusieurs clients qui étaient pressés, donc il a fallu vite envoyer les choses, etc. Donc en général, c'est multifactoriel, et en plus de ça, si quelque chose se passe mal dans une équipe, en salle comme en cuisine, c'est souvent la faute du manager et pas la faute des personnes qui sont sous sa responsabilité. Donc c'est ce truc de culpabilité où votre manager va vous dire c'est ta faute parce que ça se passe mal. Il faut le prendre aussi avec des pincettes. Et après, ce truc de tu prends tout mal, quand vous vous vexez parce qu'on vous a dit que vous ne faisiez pas bien votre travail, ça c'est un truc qui est aussi pas normal, et où on faut prendre du recul sur ce côté. On va vous mettre la culpabilité sur quelque chose qui peut être un peu plus global, quoi. Et une des clés pour pas en arriver là, c'est de communiquer. C'est la base en fait du manager dans les restaurants. Je sais pas, mais qui le matin en arrivant au restaurant a déjà eu des réunions. Voilà. Donc il n'y a pas 10% de la salle qui a des réunions. C'est hyper important. Vous, quand vous allez être manager, il faut que le matin vous puissiez donner la ligne de conduite qu'on va avoir dans la journée. Quel menu on va faire, qui vient manger,
quelles sont les contraintes, enfin voilà, il faut que vous parliez, il faut que aussi dans la cuisine et dans la salle, chacun sache le travail de l'autre. C'est hyper important. Et c'est ça qui fait aussi que vous arriverez à avancer comme une équipe. Quand on ne se parle pas, ben voilà, il n'y a que du non-dit et il y a des blocages à chaque poste. Alors ça, c'est un point assez important, la menace et la peur. La peur, donc, elle n'a pas la place dans les rapports humains équilibrés. Quand on commence à avoir peur de quelqu'un, il faut se poser des questions. Alors, il y a différentes sortes de stress qu'on peut avoir quand on va au travail. Je sais pas, vous commencez un stage, vous allez avoir un stress, mais j'appelle ça le stress qui galvanise, qui vous motive, vous avez peur, parce que vous ne connaissez pas la structure, vous vous demandez à quel poste vous allez être, à quelle sauce vous allez être mangé, enfin, est-ce que vous allez être heureux, voilà. Ça, c'est un stress que je dirais plutôt positif. C'est un stress qui va vous porter. Après, il y a un autre stress, on appelle ça un peu avec Manon la boule au ventre, le stress qui va complètement vous paralyser. Et c'est la peur. C'est quand on a peur d'aller dans une entreprise, c'est qu'en général, il y a un problème. C'est les premiers signes qu'on peut apercevoir, c'est qu'il y a un problème avec un supérieur, il y a un problème de communication, d'ambiance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça n'a pas lieu, ça n'a pas la place en tout cas dans la cuisine. Et et la menace, c'est un sujet aussi très intéressant. Si tu pars, je vais ruiner ta réputation dans tout le milieu de la restauration. Bon, ça, faut oublier complètement cette idée-là. Si ça se passe mal, vous avez le droit de partir. Déjà, c'est le premier point. En plus, j'ai l'impression que vous êtes dans une structure où le corps enseignant va vraiment vous aider si vous avez ce problème-là. Et aujourd'hui, du boulot, il y en a partout. Vous avez la chance d'être dans une filière où vous pouvez décider. C'est vous qui pouvez choisir vos entreprises et être le moteur dans vos recherches. Il y a plein de métiers, par exemple moi quand je venais dans le monde du design, je peux vous dire que vous veniez gratter aux portes pour avoir des postes. La restauration, c'est pas ça, vous avez la chance de pouvoir bouger. Et puis si vous avez un chef avec qui ça s'est mal passé, qui va aller dire à tous ses copains qu'un tel est pas bien, bah écoutez, n'allez pas chez les copains parce que ça va être le même système, vous allez retrouver le même engrenage. Donc ça, c'est le 5e mécanisme, donc assurer son impunité. Donc ça, c'est... on peut souvent avoir peur justement de parler parce qu'on se dit, bah, en fait, la personne qui est au-dessus de moi, bah, en fait, elle est hyper reconnue, c'est quelqu'un qu'on voit à la télé et tout ça, qui passe, voilà, qui a une renommée, et donc on se dit, bah, en fait, moi, j'aurais jamais de poids pour parler et dire des choses contre lui. Et souvent, cette personne-là va se dédouaner en disant, bah oui, mais non, mais voilà, moi, je fais ça, voilà, je sais pas, je suis mère de famille, père de famille, etc. Et du coup, ça fait que cette personne-là se dédouane du fait qu'il puisse lui arriver quelque chose. Et on le voit aujourd'hui avec justement toute la starification des chefs, etc., des chefs de cuisine, mais il y a aussi voilà, une mise en avant du milieu particulière qui fait qu'on peut se dire, en fait, cette personne-là, elle est inattaquable. Et en fait, il faut toujours se dire qu'une personne reste une personne, et quand bien même la renommée qu'elle peut avoir, on peut accuser cette personne. Donc, il faut faire attention à ce côté chef tout-puissant, que ce soit encore une fois chef de cuisine ou quelqu'un qui tiendrait un restaurant, et se dire que voilà, personne n'est jamais tout-puissant et qu'on peut toujours et que rien n'excuse un comportement qui serait déviant. Donc là, on continue avec le fait on va vous donner quelques clés pour faire face à une agression, à la fois quand vous pouvez être victime, mais quand vous pouvez être aussi témoin d'une agression et savoir venir en aide à une victime. Alors, comment réagir quand on est victime ? Donc, il faut que vous sachiez que l'école et l'employeur ont une obligation de sécurité à l'égard des élèves.
Si vous êtes victime, vous devez... c'est bien d'informer votre entourage, la famille, les amis, vos copains, pour aussi se délester du problème. Vous pouvez donc demander de l'aide à l'équipe, au supérieur dans le restaurant ou à l'hôtel, dans la structure. Et vous pouvez demander un entretien avec ce supérieur pour pouvoir justement expliquer votre problème. Si ça n'aboutit pas, si ça dégénère, vous pouvez donc informer vraiment le responsable, l'employeur. Et s'il n'est pas responsable des faits ou la personne responsable des ressources humaines. Voilà, donc vous pouvez aller voir les DRH dans les plus grosses structures quand il y en a pour pouvoir expliquer votre problème. Et très important, vous devez aussi informer votre professeur référent, votre CPE ou la personne du corps enseignant qui s'occupe de vous ou quelqu'un dans l'établissement avec qui vous vous sentez à l'aise pour en parler. Ça peut être aussi l'infirmier de l'établissement qui aura peut-être une oreille avec laquelle vous vous sentirez bien. C'est des personnes qui sont aptes à recevoir ce genre de témoignages. Et donc, si la communication, vous pouvez prévenir l'école. Et après, sinon, vous pouvez aussi contacter une association qui s'appelle l'AVFT. C'est l'association des violences faites aux femmes au travail. C'est une association qui a été montée au début pour traiter des violences pour les femmes, mais depuis peu, c'est une association mixte qui s'occupe donc des hommes et des femmes. Il y a un corps juridique dans cette association qui est là pour justement vous aider à vous défendre s'il y a des problèmes. Et là, on vous parle vraiment du cadre quand vous êtes étudiant, mais sachez que, que là, on vous a mis l'ordre dans lequel ça peut se faire, notamment quand vous êtes employé, mais quand vous êtes stagiaire ou quand vous être apprenti, n'hésitez pas à vous référer directement à l'école. Je pense que l'école, elle a un cadre, elle doit vous encadrer, ça doit être votre référent. Et en cas de problème, je pense que c'est bien aussi d'en parler tout de suite aussi à l'école. Et parfois, on ne se sent pas aussi la force d'en parler à son employeur, même si, évidemment, pour désamorcer des conflits, il vaut mieux en parler à la personne concernée directement. Parfois, on ne se sent pas en sécurité d'en parler. Donc, n'hésitez pas. L'école, elle est là pour vous protéger aussi. Et après, pour la suite, évidemment, il y a quand vous serez employé, vous êtes aussi employé quand vous êtes apprenti, mais quand vous serez employé salarié, normalement, l'employeur est tenu responsable aussi de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc ça, moi j'ai entendu pas mal de choses où en fait l'employeur n'avait pas pris ses responsabilités vis-à-vis de ce qui s'était passé dans l'entreprise. Donc ça, sachez que l'employeur, il est responsable. Et après, quand c'est un problème avec l'employeur, c'est un peu plus compliqué, mais quand c'est un problème qui réfère dans l'entreprise, il doit aussi vous protéger si vous êtes victime ou si vous êtes témoin d'une agression, vous pouvez vous référer à l'employeur. Donc après, effectivement, il y a la plainte dont on parlait tout à l'heure, que vous pouvez déposer. On sait évidemment que ce n'est pas forcément facile de déposer plainte, mais que ça fonctionne et que, effectivement, comme vous le disiez très justement, quand il y a quelqu'un qui peut déposer plainte en vous disant en fait, moi je vais déposer plainte, ça ne va pas avoir de poids, mais s'il y a 10 personnes qui portent plainte, ça fait un poids énorme. Et donc c'est là qu'on peut en général faire quelque chose. Et puis après, pour se protéger, effectivement, il y a le cas de l'arrêt de travail où on va voir son médecin traitant et on demande un arrêt de travail quand ça ne va vraiment pas et qu'on ne sent pas la force de retourner travailler, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, voilà, j'avais fait de demander. Vous donnez un micro, peut-être. Parce que, plusieurs fois, vous dites que c'est mieux qu'on porte plainte et qu'il y ait beaucoup de plaintes contre une personne, mais c'est quand même dommage que la première, elle n'ait pas de crédibilité. Ah, mais non, mais elle doit avoir une crédibilité. Pas obligé, mais si l'employeur il en est déjà à 4 victimes pour que ça bouge vraiment. Ah, on est d'accord. On ne devrait pas en arriver là. Est-ce que vous êtes en association avec la page Instagram Je dis non chef?
Alors, on n'est pas en association. Après, on communique avec la personne qui s'en occupe, qui s'appelle Camille Moncarnel. On a parlé avec elle, mais elle est indépendante, donc voilà. Mais on se parle. Alors, que faire si vous êtes témoin d'une agression? Alors, si vous êtes dans une entreprise et que vous voyez votre collègue qui est victime d'une agression, ce qui est très important, c'est de pas le mettre dans le doute et d'être là pour conforter cette personne, pour juste lui dire, ça peut avoir énormément d'importance de juste dire « j'ai vu, je suis là ». Cette personne, elle va se sentir aidée. Et c'est très important après, si vous sentez la force, de la soutenir et de venir faire bouger les choses. Il faut donc prévenir les secours s'il y en a, s'il y a besoin en fait de secours. Et évidemment prévenir la direction et ne pas laisser la victime seule. Par contre, c'est la victime qui est quand même... censé le faire. On peut l'aider, mais il ne faut pas prendre de décision à sa place. Ça, c'est très important de respecter ses choix. Souvent, on minimise le fait de pouvoir aider quelqu'un. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant où il y avait une personne en salle subissait du harcèlement moral, mais vraiment très violent. Cette personne, elle pleurait dans les vestiaires, elle commençait à avoir un comportement de quelqu'un de déprimé qui n'avait pas confiance, et il y avait un acharnement total de toute la salle sur cette personne-là. Et un jour, je suis juste allée la voir en lui disant « Écoute, il faut que tu saches que c'est pas normal. On n'a pas le droit de te parler comme ça, on n'a pas le droit de s'acharner, et dans la vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. » Elle avait complètement... elle voyait plus clair, quoi. Elle se disait « Je suis nulle, c'est que je sais pas bien faire mon travail, je réponds pas aux attentes de la direction. » Alors, c'était pas le cas, c'était quelqu'un de professionnel, mais tout le monde s'en prenait un petit peu à elle parce que je pense qu'elle avait une personnalité qui pouvait un petit peu déranger les gens. Cette personne, je lui ai pris rendez-vous chez un médecin traitant qui a diagnostiqué évidemment une phase de harcèlement moral, et elle s'est fait arrêter et elle a quitté l'entreprise un mois après. Et en discutant, mais 6 mois, 1 an après avec cette femme, elle m'a dit, mais si tu n'avais pas été là, j'aurais encore été là-bas et j'aurais été, j'aurais continué à m'enfoncer. Et elle a dit, mais je revis. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que vous pouvez aussi aider les gens à sortir de certaines situations. Et donc, il y a des numéros que vous... Oui. Est-ce que tout le monde entend? Non, je vais mettre... Je voulais juste dire qu'à notre âge, on n'a pas spécialement de pouvoir pour parler parce que on va être considéré comme trop jeune ou pas assez important dans l'entreprise pour pouvoir juste ouvrir notre bouche sur quelque chose qui ne va pas. Et même si on essaye de le faire, les employeurs, ils vont minimiser les choses et on ne va pas être écouté parce que même si on le fait, ça ne marchera pas, et ça marchera que quand on sera plus grand et qu'on aura plus de pouvoir dans l'entreprise, parce qu'en tant que stagiaire, on a le droit de rien dire. Peu importe l'entreprise, peu importe ce qui se passe, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et c'est ça que je trouve dommage. Malgré tout ça, on n'a aucun pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Je vais te donner un exemple. En seconde, j'ai fini à l'intercontinental pour mon premier stage et ça s'est très mal passé. Et je l'ai fait bien comprendre au sein de l'entreprise, et pourtant j'avais que 15 ans. Et je m'étais cassé le genou juste avant mon stage, et ça ils ne le savaient pas. Et ils me faisaient de la pression, ils disaient allez, va plus vite, va plus vite. Je leur ai dit, je me suis assise, j'ai pris un couteau, j'ai pris des glaçons, je me suis assise. J'ai posé les glaçons sur mon genou et j'ai dit maintenant je ne bougerai plus. Vous débrouillez. Eh bien, il n'y en a pas un qui m'a dit quelque chose. Non, mais vos 2 témoignages sont intéressants. C'est-à-dire que c'est dur. C'est dur de s'affirmer. C'est dur de dire qu'on ne veut pas certaines situations.
Et tu as complètement raison, quand on est en bas de l'échelle, on n'a pas du tout, s'il vous plaît, ouais, on n'a pas du tout le même poids que si on était manager, chef de restaurant. Mais en fait, si tu commences à laisser des choses passer, ça va continuer. Et moi, j'aime bien donner cet exemple. Quand on a travaillé à Monaco, j'étais chef de la cuisine. C'était moi qui étais la figure d'autorité dans cette cuisine et qui devait donner le rythme et manager 10 personnes. C'est un rôle où si vous êtes faible, si vous flanchez, vous allez tout de suite ressentir ça sur toutes vos équipes. Donc vous devez tout le temps donner la cadence. Et un jour, il y a un maître d'hôtel qui arrive et il était là dans l'entreprise depuis longtemps, avec beaucoup d'assurance. Et, voilà. Et il arrive dans la cuisine et il me pince le ventre et il me dit « Salut ma chérie ». Donc, je suis la chef du restaurant et c'est moi qui suis la figure d'autorité. Donc, si j'avais été un homme, je suis pas sûre qu'il aurait fait ça. Ben, moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me suis dit, écoute Lorraine, si tu dis rien là maintenant, c'est un boulevard pour que toute la saison, il continue à venir me pincer le ventre. Et j'ai pris sur moi, je lui ai juste dit, tu ne me touches pas, tu m'appelles Lorraine et je ne veux pas que ce comportement se répète. Et d'ailleurs, je ne veux pas qu'il se répète avec les membres de mon équipe. C'est pas quelque chose qu'on accepte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est stagiaire, c'est difficile, mais quand on est chef, c'est aussi super difficile. Moi, j'ai un autre exemple, parce que c'est bien de raconter aussi des histoires. J'étais apprentie et j'étais dans un restaurant où il y avait quand même aussi beaucoup de garçons, etc. Et c'est une des seules fois où il m'est arrivé quelque chose de déviant et un comportement déviant de la part d'un de mes supérieurs. Et mon sous-chef a eu un geste déplacé, c'est-à-dire qu'il m'a effleuré le sein. Et je lui ai dit, en fait, il a fait comme si ça n'était pas arrivé, mais moi, j'ai bien senti que c'était arrivé. Et je lui ai dit tout de suite, en fait, tu ne recommences jamais ça. Et je lui ai dit droit dans les yeux, et j'étais apprentie, il était sous-chef, et en fait, il n'a jamais recommencé, alors que c'était quelqu'un qui avait un caractère très compliqué, qui se comportait pas toujours très bien, etc. Et en fait, parce qu'il a senti que justement, il pouvait pas le faire avec moi, il n'a jamais recommencé. Et je pense que le fait de... Et à ce moment-là, c'était un geste vraiment... Moi, à ce moment-là, je me suis jamais dit, c'est mon sous-chef, j'ai rien droit de lui dire. Je me suis dit, en fait, c'est de égal à égal. Il a fait un geste déplacé, il n'avait pas le droit de porter sa main à cet endroit. Et en fait, j'ai même pas réfléchi à un ascendant de hiérarchie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir dans le cadre où quelqu'un enfreint votre cadre. Il n'y a plus d'histoire de c'est votre chef ou votre supérieur. C'est vous remettez un cadre et vous vous protégez. Et nous, on le fait avec Lorraine quand on voit des choses dans nos équipes et quand on a vu des choses dans des équipes qui n'étaient pas appropriées, dans des établissements qui n'avaient pas forcément les mêmes valeurs que nous. On reprenait les gens et on essayait de protéger nos équipes. Et vos supérieurs doivent aussi vous protéger. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, on ne se sent pas autant la force quand on est stagiaire. Et effectivement, on a aussi plus d'ascendant quand on a le pouvoir. Mais voilà, vraiment, dites-vous que... et ce que dit ta camarade, c'est que en fait, on peut toujours poser elle a posé son cadre. Elle a dit, en fait, moi, je peux plus travailler parce que j'ai trop mal au genou et je vais m'asseoir et ça va être comme ça parce que sinon, je viendrai plus travailler, en fait. Donc, je pense que c'est important et nous, on est... Enfin, je veux dire, il y a ça et en même temps, nous, on manage des équipes tous les jours et on veut que les gens soient là au travail tous les matins, soient respectueux de ce qu'on met en place, etc. Donc, on ne vous dit pas qu'il faut faire acte de rébellion, etc. On vous dit juste qu'il faut que les choses soient respectées et qu'importe la hiérarchie, quoi. Non, mais c'est vrai. On est d'accord.
dire, c'est que des fois, quand on parle, ben, ça empire la situation. Des fois, il se passe des choses et on en parle et en fait, ça fait juste empirer. Et des fois, moi, il y a déjà des personnes qui m'ont dit des trucs, j'en ai parlé ou j'en ai parlé directement à la personne concernée et ça s'est passé encore plus mal. Du coup, en fait, je suis d'accord que des fois, il faut s'imposer, il faut dire que non, c'est bon, stop, il ne faut pas faire ça, mais des fois, vu qu'on est juste stagiaire ou on vient de travailler dans une entreprise, ben, on n'a pas l'autre mot à dire. On est tout à fait d'accord avec ça. Et nous aussi, il y a eu des moments où, quand on était dans des phases d'apprentissage, où on n'a pas dit les choses parce qu'on savait très bien qu'il fallait qu'on se protège de ça et que les gens ne comprendraient même pas ce qu'on allait leur dire. Donc, effectivement, on ne vous dit pas de vous, justement, d'élever la voix à chaque fois qu'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Il y aura toujours des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord quand vous travaillez dans une entreprise. Mais ce qu'on veut vous donner aussi, c'est du recul. C'est de vous dire, ben, en fait, là, ce qui se passe, là, c'est pas normal. Et c'est pas dans un cadre normal. Et moi, il y a plein de situations que j'ai vécues dans des cuisines où j'étais pas d'accord avec ce qui se passait, mais j'ai pas forcément élevé la voix parce que, bah, effectivement, j'étais apprentie, que je voulais pas, entre guillemets, me griller, je voulais pas, à un moment donné, me rebeller contre mon supérieur, etc. Donc, on comprend que c'est pas si facile que ça de s'imposer et de parler, et que parfois, il faut arriver à se glisser et justement à ne pas dire pour arriver à évoluer ou des choses comme ça. Mais il y a des choses il faut toujours nous, ce qu'on veut vous donner aussi, c'est vraiment ce truc de recul. Ben, en fait, là, il s'est passé ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut le définir? Et voilà. Et quand on a un regard éclairé sur des situations, après, plus tard, justement, quand on a des responsabilités, on se dit qu'on n'a pas envie de reproduire ça. Justement, c'est ce qu'on veut aussi. On n'en a pas trop parlé au début, mais nous, ce qu'on veut éviter, c'est la reproduction. Et vous êtes la future génération. Nous, on est une génération de trentenaires. Vous êtes les générations en dessous de nous. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous arrêtiez de répéter et qu'on arrête de répéter ce qui s'est fait avant, parce qu'on sait que c'est un système qui ne fonctionne pas, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on ne trouve plus de personnel, donc il y a quand même un problème quelque part. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on change le modèle et qu'on, justement, quand vous serez manager, quand vous serez, mais même quand vous serez à des postes et vous n'avez pas forcément d'équipe à encadrer, et que vous ayez un comportement normal pour que le milieu change et que ces comportements, ils changent. Et si on se dit toujours que, en fait, on n'a pas de pouvoir, que ça ne marchera jamais et qu'on ne changera pas les choses, en fait, le milieu n'évoluera pas, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi une histoire de caractère et peut-être la peur de perdre notre stage, notre job. On sait que derrière nous, on a les profs, les CPE, le proviseur, que si jamais on n'a plus notre stage, même s'ils vont nous aider à faire autre chose, voilà. Ornella, je sais, elle a une grande bouche, ça ne m'étonne pas qu'elle se soit arrêtée, elle a un cadre, elle sait ce qu'elle veut. Mais il y en a, ils sont un peu plus fragiles, ils n'osent pas forcément parler. Vous êtes devant nous en train de tenir une conférence, donc je ne vous fais pas de soucis, vous pouvez ouvrir votre bouche. Et il y en a, on est beaucoup plus sensible et on n'a pas forcément cette envie de parler pour s'en prendre plein la tête derrière et qu'on nous dit que t'es un fragile, en fait, t'as pas les épaules pour tenir aussi. C'est hyper important ce que tu dis. C'est sûr qu'il y a une force de caractère. Pour venir travailler dans la restauration, il faut avoir des épaules. Mais par contre, c'est sociétal. En fait, on a le droit de craquer et on a le droit de montrer que ça ne va pas. On nous force souvent à dire il faut tenir le cap, je vais y arriver, je dois montrer à tout le monde que je sais faire. C'est pas vrai. On a tous des moments faibles. Moi, j'ai des moments de faiblesse. Manon a des moments de faiblesse. Et c'est des choses qu'on accepte en fait dans la vie. Vous avez le droit de vous dire en fait ça me correspond pas. Ce stage, j'ai peut-être tenu, je sais pas, il dure 3 mois, j'ai tenu 2 mois et en fait je suis à bout. Il faut changer. Enfin, il y a des choses, il faut pas s'obstiner. Il faut que, en fait, vous faites un beau métier. Il faut que vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour voir plein de choses, et il faut que ça soit bénéfique. Donc, les mauvaises expériences, elles font aussi très bien parce que souvent, ça vous aide à vous dire, je vais pas aller là, je vais un petit peu mieux choisir mon stage. Je vais pas aller dans ce genre de structure, je vais changer. Et j'en profite pour rebondir sur quelque chose, c'est que n'oubliez pas que vous êtes maître de votre avenir, et aussi quand vous cherchez vos entreprises, il faut que vous soyez curieux. Il faut que vous posiez des questions aux gens avec qui vous allez travailler.
faut que vous parlez des horaires de travail, il faut que vous demandez qu'est-ce que vous allez faire, il faut que vous pouvez aller visiter les restaurants, vous pouvez aller faire des essais. Il faut vraiment que vous fassiez. Nous, quand on a des gens qui disent bah ouais, j'aimerais bien venir faire un essai, mais on est ravis. Nous aussi, c'est un risque pour nous de prendre quelqu'un. On a envie de voir si ça va matcher, s'il va y avoir une bonne ambiance, si juste la cuisine, la manière de cuisiner nous plaît. Bon, là, je parle de la cuisine, mais la salle, c'est exactement la même chose. Je veux dire, savoir si il va y avoir un bon feeling avec le responsable de salle, c'est primordial. Donc pour que vous ayez le moins d'échecs possible, ce qui est bien, c'est vraiment de creuser avant de choisir là où vous allez. Et utiliser aussi les anciens dans l'école qui ont fait des stages, allez les voir, allez leur demander est-ce que c'est bien, est-ce que le personnel était bien, est-ce que tu as appris, est-ce que tu as changé de poste. Et aussi aujourd'hui, et nous c'est le cas au sein de l'association, c'est qu'il y a des multiples manières de faire ce métier. Et souvent, on dit que le Graal, c'est les grands restaurants étoilés, etc. En fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, pour s'épanouir dans ce métier, il y a des multiples manières de le faire, de faire du traiteur, de faire des trucs de chef privé, de faire des... il y a plein de choses qui se sont développées d'un point de vue notamment événementiel, qui permettent aussi de vivre ce métier de manière différente, aussi bien d'un point de vue des horaires de travail, que du cadre en fait, parce qu'avant c'était un cadre très strict, quelque chose de très... Alors c'est toujours le cas, il y a toujours quelque chose de très normé, notamment quand on apprend à l'école et qu'on apprend les choses la manière classique de faire ce métier. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une flexibilité qui est rentrée dans le métier, notamment nous, on a fait des pop-up, des résidences, des choses qui sont plus... et c'est mouvant tout ça, et nous, effectivement, vis-à-vis du fait que tu dis les sensibles, etc., déjà, protégez-vous entre vous. Parce que ça, c'est aussi un truc hyper important, ce que disait Lorraine tout à l'heure, c'est écouter les autres, aller voir celui pour qui ça se passe pas bien dans l'entreprise, mettez-lui une main sur l'épaule pour lui dire bah écoute, ça va aller, t'inquiète pas, et surtout, c'est pas parce que ça se passe pas bien quelque part que ça se passe pas bien partout. Nous, par exemple, j'ai des gens avec qui ont travaillé dans notre cuisine, ça se passait pas bien parce que ils n'avaient pas les profils pour travailler dans notre cuisine. Ils n'étaient pas assez, justement. Nous, on a énormément de rigueur sur certaines choses, on est très exigeante, etc. Bah, c'est peut-être pas approprié à tous les profils de cuisiniers ou de gens qui travaillent en salle, parce qu'on a certaines exigences. Mais par contre, c'est peut-être des gens qui vont aller s'éclater à travailler dans l'événementiel, à faire des choses de manière plus ponctuelle, ou peut-être moins, qui demandent moins de rigueur au quotidien sur les horaires, les choses comme ça. Mais vraiment, on le voit, nous, dans les filles avec qui on était à l'école, etc. Enfin, moi, dans les gens qui étaient dans la même promo que moi, il y en a plein qui ont fait des choses hyper différentes. Et donc, il faut aussi se dire que ce métier, il est riche, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous restiez dans le métier. Et ça, c'est pour ça qu'existe Bondir, c'est pour que la jeune génération continue dans ce métier et ait envie de faire ce métier, parce que c'est un métier, on l'a pas trop redit, mais qu'on adore, et que donc nous, on est passionnés par ce qu'on fait. On est passionnés aussi par le fait d'avoir des équipes, de travailler en équipe. Nous, c'est au quotidien, on adore partager, on adore former des gens, etc. Mais en fait, pour nous, on se dit que si on brise pas ce truc de reproduction d'un schéma qui fonctionne pas, on n'arrivera déjà pas à faire un métier à notre image, parce qu'on a envie de faire les choses. Tu parlais de gens sensibles, etc. Nous, on est sensibles nous-mêmes. Alors, on fait des conférences, mais on est très sensibles pour faire ce métier. Il faut aussi énormément de sensibilité pour faire de la cuisine. On en parle très peu, parce qu'aujourd'hui, on présente ce métier comme un métier compétitif, un métier... C'est pour ça que moi, j'aime pas trop, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça aujourd'hui, la télé-réalité, mais c'est parce que je trouve qu'on donne une mauvaise image du métier. Ce métier, il demande énormément justement de sensibilité, d'observation, etc. Là où on nous dit, en fait, il faut être des guerriers qui se débattent dans un restaurant pour servir 3 assiettes au déjeuner, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut beaucoup plus de sensibilité que de combativité. Il en faut de la combativité pour faire ce métier, mais il faut aussi énormément de sensibilité et d'un truc particulier, quoi. Et notamment, pareil, sur le service en salle. Un bon serveur, c'est quelqu'un qui va savoir observer, qui va avoir de la psychologie, qui va savoir analyser qui est le client, s'adapter au client, etc. Là, on va vous dire, bah non, c'est juste un porteur d'assiette, quoi. Donc, il y a plein de choses comme ça où on a dévalorisé le métier sur les qualités fines et psychologiques et les qualités, les valeurs qui pouvaient être attachées au métier, là où on le réduit à quelque chose parfois d'un peu... je
sais pas, mais il y a des gens qui appellent ça un truc un peu bourrin. Je sais pas, un truc un peu où on y va et on réfléchit pas trop, quoi. Et c'est pareil, tout ce qu'on vous dit sur les réunions, les briefings, les débriefings, c'est apporter aussi quelque chose, parce que et c'est aussi lié vachement à la gastronomie française, je pense, où on se dit toujours qu'il faut être dans le faire, il faut aller sur le terrain et tout ça. Alors qu'en fait, parfois, c'est cool de se poser autour d'une table, de discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes, et parfois on va gagner vachement de temps à avoir discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes, à avoir réfléchi à la manière dont on allait travailler, et on sera vachement meilleur après quand il s'agira de faire notre travail, quoi. Donc il y a plein de choses comme ça où on a mis vraiment le côté intellectuel de côté, alors qu'en fait c'est un métier où si on réfléchit 2 secondes et on réfléchit à la manière de faire notre travail et en s'améliorant, on va justement gagner en efficacité et en bien-être au travail, quoi. Juste sur le mimétisme, on en parlait tout à l'heure. Souvent, quand on rentre dans une entreprise, moi je l'ai vu, je travaille dans une entreprise où le comportement était assez agressif, il fallait jouer des coudes. Quand vous arrivez, les jeunes arrivent, je voyais des jeunes qui étaient en apprentissage et ils refaisaient exactement la même chose, c'est-à-dire ils traitaient mal le personnel, ils n'étaient pas respectueux avec les gens, mais c'est la manière de se protéger. Et je comprends complètement qu'on le fasse. Je veux dire, c'est de la survie, quoi, de faire ça. Mais ce qu'on essaye de vous montrer, c'est que on peut montrer un système différent, en fait. On peut se parler autrement. On peut juste être à l'écoute les uns des autres. Alors, on revient à la présentation. Juste là, on voulait vous montrer les numéros que vous pouviez joindre vraiment en cas d'urgence. Donc, il y a la police, il y a le numéro donc de l'association des violences faites aux femmes au travail. On vous a présenté ça tout à l'heure et ça concerne aussi les hommes. Le 3919 pour toutes les violences. Et il y a un numéro d'urgence aussi pour les viols et les agressions. Donc, tous ces numéros-là, vous pouvez les contacter. Et savoir qu'en parlant de la VFT, c'est une association qui est super importante parce que justement, elle défend parfois des employés quand vous n'avez pas les moyens de vous défendre et elle accompagne des gens qui justement font des procédures en justice contre leur entreprise. Et ça, c'est vraiment une association en plus qui nous a aidés, nous, à monter l'association, à revoir aussi notre programme d'intervention, etc. Donc, c'est une association qui est assez forte justement dans la défense des employés. Après, donc, sur les termes juridiques, on voudrait vous faire participer parce que on aime bien vous faire lire les définitions et pour encore revenir sur ces définitions et sur cette question de cadre. Agression sexuelle. L'article 222.2 constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Sanction 5 ans de prison et 75 000 € d'amende ou 7 ans et 100 000 € avec des circonstances aggravantes. On se rappelle ce que c'est que les circonstances aggravantes que on avait vu? Oui, mais par exemple, des exemples, vous pouvez nous donner des exemples? Oui. Très bien. Allez, d'autres personnes? Viol. L'article 222.23 du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou acte bucco-génital, commis sur la personne d'autrui, ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Sanction, le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 20 ans en cas de circonstances aggravantes. Alors, une autre personne? Alors, on a déjà une candidate. Allez, super. Vas-y.
Harcèlement moral. Article L. 1152.1 du Code du travail. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet la dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Sanction, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Alors, harcèlement sexuel, article L. 1153-1 du Code du travail. Un des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée qui soient portant atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer une situation intimidante, hostile ou offensante. 2. Toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Sanction, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Super. Donc là, en fait, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez encore des questions? Ah. Bonjour, tout d'abord. Moi, en fait, je voulais dire que c'était bien beau les articles et tout, mais on sait tous que dans la pratique, c'est pas ça du tout. Voilà, on sait tous que pour un harcèlement sexuel, il n'y aura jamais en prison. Il y aura peut-être une amende, mais il ira jamais en prison. Pour un c'est pareil. Voilà. Tu veux répondre? Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire? Non mais, voilà. En tout cas, il faut, comme vient de dire ta collègue, il faut agir. On est complètement d'accord que là, on vous donne un cadre pour vous montrer qu'est-ce que ça pourrait être comme sanction. C'est pas toujours le cas, mais il y a des situations où ces sanctions, elles tombent. Et c'est vrai, il faut pas minimiser les faits. C'est juste que aussi, ces sanctions-là, elles sont pas médiatisées, c'est étouffé. Vous n'entendez pas parler. Mais il y a des chefs qui vont en prison, qui ont des amendes. On dit que ce qu'on veut vous dire, c'est que il faut dénoncer les actes. Il faut pas avoir peur de porter plainte. On ne dit pas que c'est facile, mais que en tout cas, il faut pas rester muet face à cette situation. Et plus on en parlera. Et là, on voit qu'en ce moment, on commence à parler justement de ces problèmes sur les plaintes, etc., où on dit, on a parlé justement des plaintes qui étaient pas pris en compte, ou des plaintes qui étaient justement où il y avait des trucs abusifs, justement des propos tenus abusifs par les policiers, etc. C'est plus on en parle, plus justement ce sera considéré. Et donc c'est aussi ça le pouvoir de la parole. C'est plus on a des moyens de pression en parlant de ces problèmes-là, de ces sujets-là, plus ça évoluera en fait. Si on n'en parle pas et si on se dit que ça sera toujours comme ça et que ça changera pas, on fait rien bouger quoi. Pour continuer, en fait, l'idée là, c'est de vous faire, on va vous faire passer des petits papiers. Le but, c'est de venir écrire, si vous avez envie de poser une question, d'écrire un témoignage. Voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ça reste complètement anonyme. Et nous, on va en lire quelques-uns et on va essayer de répondre à vos questions. On vous laisse 5 minutes pour écrire sur les petits papiers. S'il vous plaît. Allez, on va essayer de répondre à quelques petits papiers. Et il y a Sarah qui va commencer. Oui. On m'entend? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Donc moi, je vais vous lire un petit papier. Donc là, quelqu'un nous a dit que je trouve que c'est dommage que nous, élèves, nous faisons sensibiliser, alors que certains profs devraient l'être. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Alors, nous sommes absolument d'accord avec vous. Et l'idée, c'est que
Aujourd'hui, vos profs sont là pour vous encadrer, vous protéger, et que, en fait, un prof, avant d'intégrer une équipe pédagogique, on lui enseigne aussi des mécanismes, on lui apprend comment il doit accompagner ses élèves. Ils sont formés aussi avant d'être devant vous et de vous enseigner quoi que ce soit. Là, nous, on a fait le choix de vous parler directement parce que, en fait, vous êtes en entreprise, vous êtes rattaché à l'école, donc c'est là où vraiment on veut vous alerter. Si vous avez un souci, l'école est là pour vous accompagner. Il ne faut pas hésiter, il faut en parler directement. Et aussi, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que si c'est arrivé il y a quelques mois, vous pouvez aujourd'hui encore leur en parler. Et le corps enseignant va réagir, va appeler le chef de cuisine, votre employeur. Quand vous êtes apprenti ou stagiaire, vous êtes censé arriver dans un restaurant et apprendre. Vous n'êtes pas là pour essuyer les coups et subir la pression du service. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le restaurateur, le manager, le chef de cuisine, quand il vous accueille et qu'il estime qu'il a de la place pour un apprenti ou un stagiaire, ça veut dire qu'il va pouvoir dédier des moments où vous allez apprendre tout simplement, vous allez rater, vous allez recommencer et il n'est pas censé vous foutre la pression et vous faire subir quelques harcèlements ou des remarques désobligeantes. Donc, votre corps enseignant est là pour vous accompagner. Et si jamais les remarques déplacées, un comportement un peu violent vient de la part d'un de vos profs, encore une fois, il faut en parler. Il ne faut pas hésiter. Il est là pour montrer l'exemple. Il n'est pas là pour vous faire subir une pression. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est important aussi que je vous dise que la sensibilisation et l'information qu'on fait aujourd'hui vis-à-vis des élèves, des étudiants, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que vous allez être des futurs managers. Mais croyez-moi, c'est une première étape. Et on fera aussi une sensibilisation, en tout cas dans cet établissement, après, envers les enseignants, d'une façon générale, pour que les choses, les pratiques changent. Voilà. Alors, je vais vous lire un témoignage. Donc, on était 2 filles en stage et un garçon. Toute la journée, on épluchait, on faisait toutes les petites mises en place de tout le monde. Et tout le monde nous rabaissait en disant matin et soir, vous servez à rien, vous êtes lents. Et je finissais mes journées en pleurs et en appel avec mes parents. On a décidé d'en parler aux profs. Ils nous ont dit qu'il reste 1 mois. Ayez du caractère, faut tenir, c'est un bon restaurant, c'est un MOF, faut tenir jusqu'au jour où j'en étais malade, que j'ai demandé à mon père d'intervenir pour changer et ça a fini par se faire. Donc c'est un témoignage qui est pas facile. Ça arrive. C'est justement il y a des mécanismes du coup de la violence là qui ont été vraiment bien mis en place sur cette dévalorisation et sur l'acharnement. Je pense que la réaction était très bien de venir en parler à l'école. L'école, elle a peut-être essayé aussi de vous tester pour voir jusqu'où vous pouviez tenir. Et c'est très bien d'en avoir parlé aux parents, ça aurait pu être aux amis ou à d'autres personnes. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Je trouve que la place d'une femme est très superficielle dans une équipe constituée d'hommes. On est plus souvent mise de côté et sous-estimée. Et je ne trouve pas cela juste que nous devions travailler davantage que les autres pour montrer notre niveau. Alors, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est pas facile de se faire une place quand on est dans une équipe avec des hommes. Et ça arrive souvent qu'on soit dans des équipes, quand on est une femme, qu'on soit des équipes davantage masculines. Mais c'est pareil, ça évolue. Sarah, t'as combien de filles dans tes équipes ? Voilà, il n'y a que des filles. Moi, ma dernière équipe, j'avais aussi que des filles. Donc, il y a des cuisines de plus en plus féminines. Donc, il y a des cuisines où on peut avoir une place. Comment ? Ça marche parce que c'est vous qui avez choisi les personnes pour votre équipe. Oui. Un chef
un homme chef, il va peut-être pas forcément choisir que des filles, il va privilégier des hommes ou des personnes qui ont plus d'expérience sans forcément chercher à avoir des femmes. Oui, et du coup, peut-être que toi, dans les choix que vous pouvez faire, c'est vous orienter peut-être aussi vers soit des hommes qui choisissent d'avoir des femmes dans leurs équipes et tu peux te dire que tu peux avoir plus de place du coup comme ça. Ou alors te dire, justement, tu peux aller travailler avec des femmes parce qu'il y en a de plus en plus des femmes chefs. Je sais qu'il y en a pas mal aussi à Marseille qui choisissent d'avoir plus de femmes dans leurs équipes. Et donc c'est là où on vous dit que vous êtes aussi ceux qui doivent choisir leur parcours et c'est pour ça qu'il faut vous renseigner, il faut être curieux de ce qui se passe dans le métier et qu'il faut être acteur de votre... Non, on ne fait pas des... Ce que je te dis, c'est qu'il y a des hommes qui choisissent d'avoir des femmes dans leurs équipes et qu'il y a des places pour toutes les femmes dans les équipes. Mais ça doit évoluer et que si on reste dans l'ancien modèle, effectivement... Mais nous, on est dans un modèle où on a des équipes qui sont quand même mixtes, etc. Mais que, de fait, parce que je pense nous, on incarne aussi une nouvelle génération qui, justement, intégrons plus de femmes et laissons la chance à plus de femmes, on a forcément plus de femmes dans nos équipes. Voilà, mais on n'est pas du tout, on laisse pas la porte fermée aux hommes, quoi. Voilà, mais il y a de la place pour les femmes dans les cuisines, je te le promets, vraiment. Et ça va évoluer, et ça change, et ça évolue, et on est là pour ça. Et vous devez être le relais de ça aussi, et vous dire que c'est possible. Et nous, ça a fonctionné parce qu'on s'est dit que c'était possible. Et nous, dans nos parcours, moi, j'ai eu que des chefs hommes, et ils m'ont aussi fait de la place. Ils m'ont formé comme un homme, comme quelqu'un à part entière, quoi. Et j'en suis là aussi parce que j'ai des chefs hommes qui m'ont formé et qui ont fait en sorte de me donner confiance. Et le fait que j'arrive aujourd'hui à avoir des équipes, etc. Donc c'est possible. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Il ne s'agit pas d'hommes ou de femmes. Il faut trouver les bonnes personnes et trouver les bons endroits où se former. Alors, la question, c'est envisagez-vous des solutions pour améliorer la situation actuelle dans le monde de la cuisine que vous ne parvenez pas encore à mettre en place par manque de temps ou de moyens, lesquels dans ce cas? Alors, envisagez-vous des solutions? Déjà, nous, on a parlé d'une solution plus globale, c'est-à-dire une formation, et on se dit que là, aujourd'hui, nous, on est la nouvelle génération, on ouvre des restaurants. Demain, vous serez la génération future. Vous allez probablement peut-être ouvrir des restaurants, on vous le souhaite, et que c'est à nous de changer les choses et qu'aujourd'hui, en fait, on a tous une responsabilité. On a une responsabilité à avoir. On doit communiquer et on doit faire en sorte que les choses changent. Après, dans une réponse plus factuelle, on va dire, aujourd'hui, quand on est restaurateur, on a plusieurs soucis. Moi, je pense que le premier souci auquel c'est un vrai casse-tête, c'est la fatigue des équipes. Parce que ce qui est important, c'est que l'environnement de travail soit sain. Et pour qu'il y ait un environnement de travail sain, je pense que ça passe par le fait de se reposer, avoir une bonne nuit de sommeil avant d'arriver au travail et d'avoir l'esprit reposé. Je pense que les solutions qu'on a aujourd'hui, c'est réduire le temps de travail, respecter les termes du contrat. Et moi, je pense aussi que quand vous faites plus d'heures qu'il y a inscrit sur votre contrat, déjà, c'est pas un fonctionnement qui est normal. Surtout si vous êtes stagiaire ou apprenti, c'est à votre employeur de vous ménager et de faire en sorte que vous appreniez dans les bonnes conditions. Donc, les solutions... Là, pour la fatigue, c'est un peu un casse-tête, mais c'est avoir moins d'horaires de service, faire plusieurs équipes. Après, c'est pour ce qui est du quotidien et de la gestion du stress de l'entreprise, c'est ce que disait Lorraine tout à l'heure, organiser des réunions. Elles peuvent être quotidiennes, elles peuvent être hebdomadaires, avoir des périodes d'entretien avec tous les salariés, ou même une discussion ouverte avec tous les salariés où on discute des problèmes, où on remet les choses en question. Et après, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que si déjà le dialogue est ouvert, les solutions vont se trouver et les problèmes vont peut-être se régler. Est-ce que tout ce dont on a parlé s'applique sur les hommes ou c'est que pour les femmes? C'est une bonne question.
Ça s'applique à tout le monde, tous les genres, tout ce dont on vient de parler. On est une équipe de femmes. C'est comme ça que l'association s'est montée. Et forcément, quand on a des témoignages, on a bien vu que quand on parlait de nos expériences, ça vous touchait. C'est là où on est arrivé aussi à vous toucher. Mais elle s'applique aux hommes. C'est pour tout le monde. D'ailleurs, on constate bien que les hommes aussi subissent des violences, du harcèlement, des situations inacceptables dans les cuisines. C'est vraiment pour tout le monde. Une petite question. Et qu'elle rapproche à son vécu. C'est une petite question. Elle veut un truc sur les femmes. Sarah, elle veut un truc sur les femmes. Quelles mesures devrait prendre le lycée pour choisir les formateurs? Des féministes. Ouais, putain. Tu veux le faire? Ouais. En attendant? Ouais. Ok. Je faisais un service en restauration. J'étais mineure. Je sais que c'est pas bien que je sois mineure et que je fasse un service, entre parenthèses. Un client m'a mis une main aux fesses. Ma patronne m'a dit que c'était de ma faute. Elle s'est excusée pour moi auprès du client. La deuxième fois que c'est arrivé, j'ai lâché mon plateau, jeté mon uniforme et je suis partie. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Ah, je voulais le micro. Non, je voulais juste dire qu'elle a eu raison de partir, c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai juste dit qu'elle a eu raison de partir, c'est tout. Bravo, bravo. Très bonne temps. C'est pas Alison? Oui, effectivement, déjà, ce qu'on peut noter, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que sa patronne, elle était responsable et que c'est pas normal qu'elle-même soit venue s'excuser auprès du client alors que c'était la faute du client. Donc ça, c'est aussi un truc que nous, on s'aperçoit de plus en plus quand on a à gérer des équipes et gérer des clients, parce que c'est pas toujours simple de gérer des clients aussi. Il y a des clients qui abusent, se comportent mal, etc. Donc moi je me dis toujours que si un client se comporte mal, je peux le virer de mon établissement et lui demander de partir. On peut le faire, c'est possible. On peut même appeler la police s'il n'a pas envie de partir. Donc ça c'est totalement faisable. Donc il faut savoir vraiment que si ça vous arrive, c'est votre employeur qui est censé justement prendre les mesures pour dire au client que c'est pas normal et lui dire de partir. Et après, effectivement, là, on s'aperçoit que la personne est partie et qu'elle a choisi justement de se protéger en partant, en se disant que c'est pas normal et qu'elle voulait pas que ce soit reproduit. Donc effectivement, c'est peut-être pas la meilleure manière de le faire en lâchant son plateau, mais parfois on n'a pas le choix. Parce qu'on doit s'en aller, parce qu'on a aussi le côté apeurement, parce qu'on est paniqué, etc. Mais effectivement, la meilleure manière parfois de se défendre, c'est de partir et de fuir. Un truc sur les femmes? Non, mais par contre, il y a ça, on peut en parler. Je pense que c'est bien. Mais il y a une question assez légère, mais je pense que c'est pas mal d'en parler. Pensez-vous que l'on peut rencontrer l'amour au travail? En fait, là, on vient vous parler d'un sujet qui est grave et qui est important, mais vous allez passer beaucoup de temps au travail. Bien sûr que vous pouvez trouver l'amour, des copains, vous pouvez trouver plein de choses positives. Et nous, on essaye de véhiculer quelque chose de positif dans la restauration. C'est que c'est un super métier, s'il vous plaît. On a bientôt fini, on vous demande juste de rester concentré jusqu'à la fin. La restauration, c'est un super métier. C'est un métier dont on peut parler. Vous faites quelque chose de beau
Et vous pouvez donc faire des rencontres, être entouré de personnes riches. Et voilà, on parle d'un sujet grave, mais on veut quand même mettre de la légèreté là-dedans, quoi. C'est quelque chose d'assez chouette comme métier, et c'est un métier de générosité où vous pourrez vous épanouir. Alors là, il y a deux questions. Donc la première, c'est pourquoi l'égalité homme-femme ne marche que dans un sens ou uniquement lorsque cela les arrange. Et la deuxième question, c'est pourquoi on entend plus parler des femmes qui subissent des violences que des hommes. Alors, ah bah voilà. Tu veux répondre? Vas-y. Tu peux parler fort? Oui, mais alors c'est très bien ce que tu dis. Déjà, effectivement, nous, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est pas parce que tu es un homme ou un garçon, si tu subis des violences, il n'y a pas de honte. Enfin, pour nous, il y a l'idée de la figure masculine. Si tu te fais persécuter ou harceler au travail, ce n'est pas ta virilité qui va être touchée si tu commences à en parler. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on entend plus parler des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a entendu un peu parler dans le milieu de la restauration, mais il faut savoir déjà que le milieu de la restauration, c'est un milieu qui, en fait, historiquement, était assez masculin. Et surtout, les figures d'autorité, les chefs, étaient incarnés par des hommes. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Donc, il faut se dire que ça va s'améliorer et que la situation doit changer et qu'on doit lutter pour ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, alors la deuxième question, c'était pourquoi est-ce qu'on entend plus parler des femmes qui subissent des violences? Aujourd'hui, l'acte de violence est souvent, comme ce que disait Manon tout à l'heure, envers les plus petits et des minorités. Donc ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'elles sont peut-être moins nombreuses et c'est pour ça qu'on en entend plus parler. Après, les violences, moi j'ai été apprentie dans le même restaurant que Manon, et en l'occurrence, moi j'ai assisté à des violences et un harcèlement moral, et c'était auprès d'un garçon. Enfin, ça arrive auprès de garçons, et il ne faut pas hésiter à en parler et lutter contre ça. Et pour que les choses, elles bougent, les femmes, elles dénoncent des violences. Mais on attend aussi que, voilà, pour que si vous avez envie que ça bouge, il faut aussi que les hommes y prennent ce sujet à bras le corps. Il n'y a pas que les femmes qui sont là pour faire changer les choses. Les hommes doivent être présents et vous devez être là pour montrer que vous n'êtes pas d'accord. Moi, je voulais juste revenir sur sa première question où il dit que c'est que quand ça les arrange, donc en parlant des femmes. Je ne pense pas qu'on veut l'égalité que quand ça nous arrange. On veut l'égalité pour tout le monde. On ne cherche pas à être supérieur à l'homme. Et bon, bien sûr, il y a des extrémistes qui parlent que les femmes doivent être supérieures à l'homme, alors qu'on cherche juste l'égalité, et c'est pas que quand ça nous arrange, et on veut juste être au même niveau qu'eux, pour plus sortir cette inégalité-là, et c'est pas quand ça nous arrange, c'est vraiment pour être au même niveau que... Non, mais c'est super ce que tu dis. Ben merci. On pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop de papier et que ça va être trop long et que voilà, ça va se terminer. Attendez, s'il vous plaît.
Il y avait Sarah qui voulait vous dire un mot, parce que c'est Sarah qui sera la référente Bondir à Marseille, et je pense que c'est important que vous sachiez un peu comment fonctionne Sarah, et surtout comment vous pouvez entrer en contact avec Sarah. Non, l'idée c'est que là, nous, on a envie d'ouvrir le dialogue, donc je vais être très, très rapide. Si vous avez des soucis, je pense que là, le corps enseignant en plus est sensibilisé et peut vous accompagner, mais vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'en parler à vos profs, déjà parlez-en entre vous. Je pense que là, ça va peut-être, vous avez peut-être à aller déjeuner ensemble et débattre de certaines choses. Ça, c'est important. Le débat, c'est ce qui crée le dialogue, et c'est important. Et si vous avez des soucis, vous pouvez venir nous voir au restaurant Regain. Vous pouvez parler à moi, à mon associé. Si c'est un homme, il peut vous accueillir aussi. Et n'hésitez pas. Voilà.